Une femme de 35 ans consulte suite à un épisode de palpitations régulières qu'elle a ressenti comme des battements rapides et violents dans son cou. La crise s'est installée brutalement, a duré environ 20 minutes et s'est terminée soudainement, sans traitement. Elle est également polyurique. Les ambulanciers ont pu obtenir un tracé ECG pendant la crise. Elle a déjà eu quelques épisodes plus courts, mais similaires au cours des 2-3 derniers mois. Elle est par ailleurs bien portante et ne prend aucun médicament. Non-fébrile, absence de pâleur, poumon clairceur, absence de souffle, abdomen, aucune anomalie, pouls. 88 BPM, régulier, bien perçu, tension artérielle 130 sur 80 mm du mercure. Diagnostic et raisonnement. Cette femme a présenté des palpitations, un symptôme très courant dont les causes peuvent être bénignes ou très graves. Des palpitations rapides indiquent une tachycardie, tandis que leur caractère régulier évoque une tachycardie sinusale, une tachycardie supraventriculaire ou une tachycardie ventriculaire. La tachycardie ventriculaire, TV, est généralement associée à une instabilité hémodynamique de degré variable. L'absence de vertige, de sensation hypothymique, de pré-syncope ou de syncope rend le diagnostic de TV très peu probable. La tachycardie sinusale est généralement d'installation progressive et est souvent associée à l'exercice physique, au stress ou à un traitement médicamenteux. Le début et la fin brusque, ainsi que la sensation de battements violents dans le cou et la polyurie, due à la sécrétion du peptide natriurétique auriculaire, sont fortement évocateurs d'une tachycardie supra-ventriculaire, TSV, ce qui en fait le probable diagnostic clinique. Les causes de TSV peuvent être cardiaques ou extracardiaques. Les causes cardiaques les plus probables chez cette femme sont essentiellement une valvulopathie ou une cardiopathie ischémique. Les principales causes extracardiaques incluent les infections respiratoires occultes, hyperthyroïdie, les troubles électrolytiques et les drogues. L'examen de cette patiente n'a trouvé aucun signe de cardiopathie structurelle, de pneumonie ou d'hyperthyroïdie. Aucun signe d'insuffisance cardiaque ou d'atteinte cardiaque n'a été trouvé non plus. La lecture de l'ECG obtenue au moment de la crise de palpitation révèle une tachycardie à complexe QRS fin, ce qui exclut la TV qui aurait donné des QRS larges. Par ailleurs, la fréquence cardiaque de 200 BPM rend peu probable la tachycardie sinusale, dans laquelle l'AC est généralement 160 BPM. Cette patiente présente donc très probablement une TSV. Les TSV peuvent elles-mêmes être divisées en trois principaux sous-types: la tachycardie paréentrée nodale atrioventriculaire, TNAV, la tachycardie paréentrée atrioventriculaire, TRAV, et la tachycardie atriale. Les patients avec TNAV ont au moins deux voies conduisant via le nœud AV. Chez le sujet normal, cette voie de conduction est unique. L'une de ces voies a une vitesse de conduction rapide, mais une vitesse de repolarisation lente. L'autre a une vitesse de conduction lente, mais une vitesse de repolarisation rapide. La TNAV se produit lorsqu'un influx auriculaire prématuré atteint le nœud AV alors que la voie rapide est encore réfractaire, mais la voie lente prête à conduire l'influx. Cet influx atteint le faisceau de I via la voie de conduction lente. À ce stade, la voie rapide est de nouveau prête à conduire, l'influx passe alors de façon rétrograde dans l'oreillette via la voie rapide. Le circuit électrique qui en découle potentialise le rythme anormal. Les patients avec TRAV ont quant à eux une voie accessoire qui relie directement une oreillette à un ventricule, en contournant le nœud avenu. L'influx conduit par les voies accessoires peut être unidirectionnel, se faisant soit de l'oreillette vers le ventricule, soit du ventricule vers oreillette, ou bidirectionnel. Ainsi, les influx électriques conduits via le nœud AV au ventricule peuvent retourner vers les oreillettes via les voies accessoires, créant ainsi un circuit électrique. C'est ce qu'on appelle la trave orthodromique. La conduction dans la direction opposée donne lieu à une trave antidromique qui donne une tachycardie à complexe QRS large. La tachycardie atriale est la plus rare des causes de TSV et se produit lorsqu'un foyer atrial acquiert une automaticité et dépolarise à une fréquence plus élevée que celle du nœud sinusal. L'analyse des intervalles PR et RP de l'ECG donne souvent des indices sur le type de TSV. Dans ce contexte, RP indique l'intervalle entre une onde R et l'onde P du battement cardiaque suivant, tandis que l'intervalle PR indique l'intervalle entre une onde P et une onde R du même battement cardiaque, et la somme des intervalles RP et PR constitue un cycle cardiaque. On a un intervalle RP court lorsque l'onde P est plus proche du QRS qui le précède que son propre complexe. Un long intervalle RP indique l'inverse. Dans la TNAV, l'influx électrique passe des ventricules aux oreillettes via le chemin rapide.
L'onde P rétrograde qui en découle est cachée dans le complexe QRS, et l'onde P antérograde suivante apparaît peu après elle, ce qui entraîne un intervalle RP généralement 70 ms. La trave orthodromique aussi donne un intervalle RP court, mais supérieur à celui de la trave à cause du temps supplémentaire nécessaire au passage de l'influx électrique des ventricules vers les oreillettes. Le RF est typiquement 70 ms. En outre, l'onde FP rétrograde peut être visible à la fin du complexe QRS, voire à la partie initiale du segment ST dans la tachycardie atriale. L'intervalle RP est généralement long, à moins qu'il n'y ait un bloc cardiaque de premier degré associé, comme cela se produit chez les patients atteints de cardiopathie ischémique. Le CG de cette patiente montre un court intervalle RP avec une onde P rétrograde, ce qui est fortement évocateur d'une trave. Les causes les plus courantes de trave sont le syndrome de Wolff-Parkinson-Witt, WPW, et le syndrome de Löfgren-Levin. Chacun de ces syndromes a des signes CG caractéristiques. Notez que ces signes peuvent être masqués lors de l'épisode de TSV, la réalisation ultérieure d'un ECG de repos est donc essentielle. L'aide de repos de cette patiente montre un court intervalle PR, un complexe QRS légèrement élargi avec présence d'onde delta, indiquant une pré-excitation ventriculaire due à une voie accessoire. Ces signes sont caractéristiques du syndrome de WPW. Le syndrome de WPW est fréquemment associé à une cardiomyopathie hypertrophique, CMH, d'où l'intérêt de l'échocardiogramme chez cette patiente. Les études électrophysiologiques sont essentielles, car elles permettent d'identifier le siège et le nombre de voies accessoires et d'apprécier leur accessibilité à l'ablation. Chez cette patiente, la présence d'une voie unique accessible et l'historique de sa symptomatologie permettent de poser l'indication d'une ablation au cathéter par radiofréquence. La digoxine est contre-indiquée dans le syndrome de WPW, car elle réduirait la période réfractaire de la voie accessoire tout en prolongeant la période réfractaire d'une EAV, augmentant ainsi le risque d'arythmie ventriculaire. Une anticoagulation aurait été indiquée si l'arythmie était du type fibrillation auriculaire. Le pontage coronarien n'est pas indiqué chez cette patiente. Les points à retenir. Les palpitations rapides à début et fin brusques sont fortement évocatrices d'une tachycardie supraventriculaire. Les principaux sous-types de TSV sont la trave et la tachycardie atriale. Le syndrome de WPW est une anomalie congénitale dans laquelle un tissu conducteur anormal forme une voie accessoire entre les oreillettes et les ventricules. Les signes CG caractéristiques sont un intervalle PR 120 ms, un complexe QRS 120 ms et la présence d'onde delta. Le PS avec ablation au cathéter par RF est le traitement de choix.